Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition donc de votre programme semi-hebdomadaire Égypte à la une. Sans plus tarder, commençons cette édition du lundi 16 août 2021. Le président Abdel Fattah el-Sisi a discuté mardi de la coopération et des relations bilatérales avec une délégation de haut niveau des Émirats arabes unis lors d'une réunion dans la ville méditerranéenne d'El Alamein dans le nord de l'Égypte. El-Sisi et la délégation émirati conduite par le conseiller à la sécurité nationale Cheikh Tahnoun Ben Zayed Al Nahyan ont échangé leur point de vue sur la coopération économique et commerciale bilatérale. Le point dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mardi 9 août au siège présidentiel dans la ville méditerranéenne de la Nouvelle Alamide, dans le nord de l'Égypte, une délégation de haut niveau des Émirats arabes unis conduite par le conseiller à la sécurité nationale, Cheikh Tahnoun Ben Zayed Al Nahyan. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a porté sur certaines questions relatives aux relations de coopération entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, notamment en ce qui concerne les aspects économiques et commerciaux, ainsi que les efforts déployés pour la promotion des investissements conjoints dans divers secteurs. Cheikh Tahnoun a transmis au président el-Sisi les salutations de son Altesse le Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées, saluant le climat commercial et d'investissement attrayant en Égypte à la lumière du processus de développement global que connaît le pays sous la direction du président el-Sisi, ce qui offre des opportunités sans précédent aux investissements émiratis et étrangers au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique. Dans ce contexte, il a souligné l'enthousiasme de son pays à l'idée de renforcer la coopération stratégique entre les deux pays à tous les niveaux. Pour sa part, le président el-Sisi a demandé à Cheikh Tahnoun de transmettre ses salutations à son Altesse le Cheikh Mohammed Ben Zayed, saluant la visite de la délégation émirati en Égypte. Il a affirmé la solidité de relations reliant l'Égypte aux Émirats, exprimant la volonté de l'Égypte à les renforcer à tous les niveaux, de manière à contribuer à la réalisation des intérêts des deux pays et des deux peuples frères. Il a d'ailleurs souligné l'impératif de consolider les relations stratégiques entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, pilier de la stabilité et la sécurité dans toute la région arabe. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé samedi qu'améliorer le niveau de vie des citoyens ne s'effectue pas seulement à travers la garantie du financement, mais aussi via le contrôle de la croissance démographique. Le président a tenu ses propos lors de l'inauguration d'un nombre de projets de logement dans la cité Badr. Le point de ces nouveaux projets et donc de ces déclarations à travers ce commentaire signé Delia Koram. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré samedi via visioconférence depuis la cité Badr le projet de logement d'Al-Misr à la cité du 15 mai. Il s'agit de 63 bâtiments avec un total de 1512 unités de logement. Également la première phase du projet de logement dans la cité Badr qui comprend 155 bâtiments avec un total de 3720 unités de logement, ainsi que le projet de logement au Nouveau Caire qui comporte 62 bâtiments avec un total de 1488 unités et un autre dans la nouvelle ville d'El Orbour composé de 29 bâtiments avec un total de 696 unités. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ensuite effectué une tournée d'inspection en voiture à l'intérieur de la ville pour suivre de près le déroulement des travaux sur les chantiers des projets en cours de construction à la cité Badr, mis en œuvre par le ministère du Logement. Lors de l'inauguration de ces projets, le président el-Sisi est intervenu affirmant que l'État consacrait 275 milliards de livres égyptiens chaque année à la subvention, c'est-à-dire environ 3 millions de livres égyptiens en 10 années. Il a indiqué que le projet de développement rural nécessitait le tiers de la valeur des subventions durant 10 années. Le président el-Sisi a rappelé qu'améliorer le niveau de vie des citoyens ne s'effectue pas seulement à travers la garantie du financement, mais plutôt à travers le contrôle de la croissance démographique. Le président a affirmé que les projets du logement établis par l'État ne visent pas à concurrencer le secteur privé, mais à établir un équilibre entre les exigences des citoyens et les logements disponibles sur le marché. Il a réitéré que l'objectif principal des projets nationaux mis en œuvre par l'État était d'améliorer la qualité de vie des citoyens.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives pour élaborer un programme de vaccination des corps professoraux dans les universités et les instituts à travers la République à l'approche de la nouvelle année universitaire. Les étudiants seront aussi visés. Le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, a souligné que les salariés et les fonctionnaires seront également concernés par cette campagne de vaccination pour endiguer la propagation de nouveaux variants de la Covid-19 en prévision de nouvelles vagues avec le début de la saison hivernale. L'Égypte a reçu vendredi environ 1,7 million de doses d'AstraZeneca grâce au programme COVAX. Il s'agit de la 3e livraison de ce type. Je ne vous en dis pas plus, regardons tout de suite les détails dans ce commentaire. Environ 1,7 million de doses du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 dans le cadre de l'initiative COVAX, a déclaré le ministère égyptien de la Santé vendredi soir. Il s'agit de la 3e livraison de ce type, ce qui porte à environ 4,3 millions le nombre total de doses de vaccins AstraZeneca reçues par le pays via COVAX. L'initiative COVAX a été créée par l'Alliance pour les vaccins Gavi basée à Genève et par l'Organisation mondiale de la santé pour permettre un accès équitable aux vaccins contre le Covid-19. L'Égypte a également reçu des livraisons de vaccins Sputnik, Sinopharm, Sinovac et Johnson & Johnson. Récemment, le pays a également commencé à produire localement les vaccins Covid-19 de Sinovac. L'Égypte souhaite vacciner 40% de ses 100 millions d'habitants d'ici la fin de l'année. Le ministère de la Santé avait mis à disposition 124 vaccinodromes contre le coronavirus au niveau de la République, disposant chacun d'un lieu de vaccination pour ceux qui veulent voyager à l'étranger. Selon le gouverneur du Caire, 62 vaccinodromes fixes ont été établis au Caire pour la vaccination contre le coronavirus, en plus de 6 centres pour les voyageurs, et ce conformément aux consignes de l'Organisation mondiale de la santé. Dans des déclarations faites vendredi, rapportées par l'agence de presse du Moyen-Orient MENA, le gouverneur du Caire a indiqué qu'à partir de dimanche 15 août, et en coordination avec le ministère de la Santé, le service des vaccinodromes mobiles sera disponible à travers la province, conformément aux injonctions de la direction politique. L'État a souligné le gouverneur projette de vacciner gratuitement 65 000 citoyens quotidiennement au niveau de la capitale. Le gouverneur a exhorté les citoyens à répondre à l'appel du ministère de la Santé et de la Population et de se faire vacciner rapidement pour endiguer la propagation du coronavirus en prévision de nouvelles vagues prévues à partir de la fin septembre. Et dans le cadre des efforts effectués par les forces armées dans la lutte contre le terrorisme dans le nord du Sinaï et le centre, 13 terroristes ont été tués lors d'affrontements avec l'armée dans le Sinaï, dans l'est de l'Égypte, a indiqué jeudi 12 août le porte-parole des forces armées. Le point dans ce commentaire. Le nord sud du Sinaï est en proie depuis des années à des groupes terroristes armés et l'armée annonce régulièrement des morts dans les combats. Dans le cadre des efforts des forces armées dans la lutte contre le terrorisme dans le nord et le centre du Sinaï, 13 éléments extrémistes ont été éliminés, a indiqué le porte-parole des forces armées dans un communiqué diffusé jeudi 12 août au soir. 9 soldats égyptiens ont par ailleurs été tués ou blessés, a-t-il ajouté. Il n'a pas donné de précision sur les circonstances ou la date de ces événements. L'armée a également indiqué avoir confisqué 15 fusils automatiques, des munitions, des motos, des téléphones portables, des jumelles et d'importantes sommes d'argent en différentes devises. Le 1er août, le porte-parole militaire a affirmé que 89 terroristes ont été tués dans des opérations de l'armée dans la péninsule du Sinaï. 8 soldats égyptiens ont par ailleurs été tués ou blessés, a ajouté le porte-parole de l'armée dans un communiqué. L'armée a également indiqué avoir détruit 404 engins explosifs improvisés, 4 ceintures explosives et 13 tunnels utilisés par les terroristes pour infiltrer le territoire égyptien depuis Gaza, territoire palestinien voisin. Depuis des années, les forces égyptiennes s'efforcent de mettre fin à la présence des groupes extrémistes dans la péninsule du Sinaï. Les attaques et les violences terroristes se sont multipliées depuis la révolution du 30 juin 2013. Et depuis février 2018, l'armée mène une opération d'envergure contre les terroristes, principalement dans le nord du Sinaï et le désert occidental. Plus d'un millier de terroristes et des dizaines de membres des forces de sécurité ont été tués dans le Sinaï, selon les chiffres officiels.
Face aux défis qui s'accentuent dans la région, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont convenu d'intensifier leur coopération militaire et ce, à tous les niveaux. Dans ce contexte, les deux pays organisent des exercices militaires conjoints pour renforcer la coopération militaire, mais aussi partager l'expertise donc des part et d'autre. Dans ce cadre, les commandants égyptiens et émiratis ont achevé samedi les entraînements aériens conjoints Zaïd 3 qui ont duré 2 semaines sur la base aérienne d'Al-Dhafra aux Émirats arabes unis. Revenons donc sur ces images commentées par Dalia Hassan. Les forces aériennes égyptiennes et émiraties ont achevé les activités de leur entraînement aérien conjoint Zaïd 3 qui ont duré 2 semaines aux Émirats arabes unis, peu après l'arrivée des forces égyptiennes à la base aérienne d'Al-Dhafra. Au cours des 2 dernières semaines, les forces conjointes ont effectué un certain nombre d'opérations de formation dans le but d'améliorer la capacité à effectuer des missions aériennes conjointes et d'échanger des expériences entre les deux parties. Un certain nombre de commandants et d'officiers des forces armées des deux pays ont assisté à l'une des étapes de la formation organisée aux Émirats arabes unis. L'entraînement comprenait l'exécution des vols conjoints par les chasseurs multitâches. L'entraînement conjoint visait à pratiquer plusieurs missions pour attaquer des cibles ennemies et défendre d'autres cibles vitales. L'entraînement a démontré le haut niveau de professionnalisme des deux forces participantes, ce qui reflète la mesure dans laquelle les forces aériennes des deux pays possèdent des capacités humaines et techniques, la préparation au combat et la capacité de travailler conjointement dans diverses circonstances. Les membres des forces aériennes égyptiennes participant à l'exercice aérien conjoint égypto-émirati Zaïd 3 sont arrivés le 2 août à la base aérienne d'Al-Dhafra aux Émirats arabes unis. Les exercices conjoints se déroulent avec la participation de plusieurs avions de combat multitâches de différents modèles. Les premières étapes de l'entraînement ont compris la tenue d'une série de conférences visant à unifier les concepts de combat et à échanger des expériences d'entraînement ainsi que la réalisation de plusieurs vols d'entraînement sur plusieurs missions. L'entraînement a pour but d'affiner les compétences des forces participantes des deux côtés afin d'atteindre les plus hauts niveaux d'efficacité et de préparation pour effectuer des tâches conjointes et gérer des opérations aériennes en utilisant les armes aériennes les plus récentes avec une grande efficacité dans diverses circonstances. Cet entraînement conjoint s'inscrit dans le cadre du soutien du renforcement de la coopération militaire et de la coordination conjointe entre les forces armées égyptiennes et émiraties par la mise en œuvre de plusieurs exercices conjoints dans diverses spécialités. Le dernier exercice aérien conjoint égyptien et émirati Zaïd 3 a duré 2 semaines en mai dernier. En novembre 2020, des unités des forces armées des Émirats arabes unis avaient participé à l'exercice militaire conjoint appelé Saif al-Arab qui s'est déroulé sur la base militaire de Mohamed Naguib et dans d'autres parties de la région militaire du nord de l'Égypte. Selon le porte-parole de l'armée, Saif al-Arab ou l'épée arabe est l'un des principaux exercices militaires dans la région arabe et vise à promouvoir la coopération et l'action militaire conjointe entre les forces armées égyptiennes et les forces armées d'autres pays arabes utilisant des armes et des équipements de pointe. Allez, un point économie à présent. Dans son rapport publié en juillet dernier, l'agence de notation financière internationale Fitch a salué la performance et la résilience de l'économie égyptienne face aux ravages de la Covid-19 qui a affecté l'économie régionale, voire internationale. Voyons tout de suite, cette fois-ci, un commentaire signé Dalia Karam et non Dalia Hassan. L'agence de notation financière internationale Fitch Solutions a salué la capacité de l'économie égyptienne à résister à la pandémie de la Covid-19, la considérant comme point lumineux parmi les économies de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Les louanges de Fitch Solutions sont intervenues dans son rapport publié en juillet dernier sur les perspectives de croissance économique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le rapport souligne que l'économie égyptienne fait partie des rares économies à avoir enregistré une croissance sur une base annuelle en 2020 malgré la crise pandémique, ce qui signifie qu'elle a largement dépassé les taux de croissance enregistrés avant l'apparition de la Covid-19 en 2021. Selon Fitch Solutions, la consommation locale était le principal soutien de la croissance de l'économie égyptienne, notant que l'afflux des virements de fonds des travailleurs égyptiens à l'étranger, la maîtrise relative de l'inflation et la politique monétaire expansionniste ont soutenu le pouvoir d'achat des Égyptiens. Fitch Solutions prévoit que l'Égypte soit le premier pays au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en termes de croissance du PIB au cours des 4 prochaines années. L'agence internationale s'attend également à ce que l'économie égyptienne réalise une croissance d'environ 5,5% au cours de la période 2022-2023 contre environ 5%
au cours de l'exercice financier 2021-2022. Et la Bourse du Caire a réalisé la semaine dernière des gains estimés à environ 9,3 milliards de livres égyptiennes, rapporte l'agence de presse MENA. Les gains sont dopés par des opérations d'achat effectuées par des fonds d'investissement et des institutions locales et arabes. La capitalisation boursière a atteint 715,7 milliards de livres contre 706,4 milliards de livres la semaine dernière, soit une hausse de 1,31% selon le rapport hebdomadaire de la Bourse du Caire. L'indice phare de la bourse EGX30 a gagné 1,5% pour atteindre les 10 884,5 points, tandis que le GX70 a augmenté de 1,67% pour finir à 2 871,09 points et que le GX100 a augmenté de 1,10%, enregistrant 3 846,51 points. Et à présent, les nouvelles touristiques. Un avion transportant des touristes russes a atterri ce lundi à l'aéroport de Sharm el-Sheikh, marquant le rétablissement du trafic aérien entre la Russie et l'Égypte. Quand je dis ce lundi, je parle de la semaine dernière, suspendue en 2015. Donc, les autorités et les hôteliers égyptiens ont assuré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour accueillir ces touristes. Je vous propose d'en voir les détails dans ce commentaire. Un aéronef avec 512 passagers russes à bord s'est posé lundi 9 août à l'aéroport de Sharm el-Sheikh dans le gouvernorat du Sinaï Sud pour toucher la terre égyptienne pour la première fois depuis presque 6 ans de suspension de vol avec la Russie. La partie égyptienne a organisé dans l'aérogare une cérémonie festive consacrée à la reprise des échanges touristiques avec la Russie. Le président du conseil d'administration de la compagnie publique Aéroport d'Égypte, le général Ahmad Mansour, a indiqué les énormes travaux consentis par les autorités égyptiennes afin de préparer l'accueil des touristes russes. M. Mansour a annoncé que l'arrivée des avions avec des touristes russes à Sharm el-Sheikh et à Hurghada a été organisée suite à des efforts importants qui ont été entrepris dans divers aéroports d'Égypte, qu'on avait désormais 7 vols de la compagnie nationale aérienne par semaine, soit 4 vols à Hurghada et 3 à Sharm el-Sheikh. Les compagnies aériennes russes vont effectuer 10 vols, 5 à Sharm el-Sheikh et 5 à Hurghada, a ajouté le responsable. Il a souligné l'importance du retour des touristes en provenance de Russie dans des hôtels égyptiens et leur rôle dans le développement du secteur hôtelier du pays. Et d'ajouter que toutes les mesures de sécurité, notamment dans le domaine sanitaire, ont été prises, tous les employés de l'industrie hôtelière de Sharm el-Sheikh et d'Hurghada étant vaccinés contre le Covid-19. Moscou avait suspendu la communication aérienne avec l'Égypte en novembre 2015 suite au crash le 31 octobre d'un avion de la compagnie russe Kogalimavia dans le Sinaï. Les 217 touristes et 7 membres d'équipage de l'avion reliant Sharm el-Sheikh à Saint-Pétersbourg avaient péri. Pendant plusieurs années, des spécialistes russes ont mené des inspections dans les aéroports du Caire, de Hurghada et de Sharm el-Sheikh. Jeudi 5 août, l'ambassade de Russie en Égypte a déclaré que Moscou avait pu s'assurer que les autorités égyptiennes avaient fondamentalement renforcé la sécurité dans les aéroports et les villes touristiques du pays, ce qui garantissait des vacances sécurisées et confortables à ses concitoyens. Et à présent, je vous propose une visite guidée menée par notre guide du jour d'El-Ekram dans le temple de Kalabcha qui se trouve à Aswan sur les rives du lac Nasser. C'est une des possibilités donc pour vous qui s'offre de visiter un temple magnifique au bord du Nil. Voyons ensemble les détails. Situé à portée de vue du haut barrage, le temple de Kalabcha est généralement le premier arrêt des croisières qui naviguent sur le lac Nasser. Il fut déplacé de son lieu d'origine à quelques 48 km au sud, après la construction du barrage. Durant l'ère grecque, ce temple se situe près de la ville d'Almis, au niveau du tropique du Cancer, à une cinquantaine de kilomètres au sud d'Aswan. Au bord des rives du fleuve, les roches créent une chaîne que les habitants d'Aswan appelaient la porte de Kalabcha. Consacré au dieu égyptien Horus et au dieu nubéen Mandoulis, la construction de ce temple a commencé durant le souverain d'Amenhotep II, durant la 18e dynastie. Juste à la suite de la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ, l'empereur romain Octave Auguste a repris sa construction. Comme il est clair, la façade du temple est sans décor.
ce qui prouve qu'il n'a jamais été terminé. Cependant, il est compté comme étant le temple le plus complet et le plus vaste en Basse-Nubie. Le temple possède un grand pylône connecté au reste du complexe par un mur, offrant ainsi un espace fermé tel une cour. Des escaliers mènent à un étage offrant une vue spectaculaire sur le lac Nasser et vers le haut barrage. Le temple a été bâti en suivant le style traditionnel de l'époque gréco-romaine, avec des corridors entre les colonnes, des murs d'entrecolonnement ornés et décorés, des chapiteaux paraissent complexes et une abondance tant de textes et de reliefs dans les salles à l'intérieur. Autrefois, ceux-ci étaient fameux par leurs couleurs bien vivantes et préservées. Mais malheureusement, ces couleurs se sont fanées quand le temple fut inondé durant la plus grande partie de l'année dans le lac du premier barrage d'Aswan. Donc, il n'apparaissait jamais hors des eaux que pendant les mois d'été. Afin de préserver le temple de Kalabcha de l'élévation du niveau des eaux du Nil, qui résultait de la construction du haut barrage d'Aswan, il a été déplacé en le démantelant en plus de 16 000 blocs, suite à la construction du haut barrage. Avant que le temple ne se noie dans les eaux, des chercheurs de sauvetage ont réussi de trouver les vestiges d'une porte ptolémaïque qui se trouve désormais au musée de Berlin. Aujourd'hui, après la reconstruction et la relocation du temple, il se situe sur l'île de Khor-Enji, derrière le haut barrage. Les parties extérieures du temple, le quai et le pylône de l'entrée étaient inaccomplis et leurs pierres de grosse taille ne consistent aucune décoration ni ornement. Le monument orienté est-ouest comprend un pylône d'entrée presque embillé par rapport à l'axe central, un quai avec un escalier de 72 mètres de long pour y accéder. Les parois sont recouvertes de bas-reliefs et de beaucoup de textes hiéroglyphiques. Le dieu majeur Mandolis est manifesté sous la forme du faucon, qui signifie Horus, le jeune fils d'Isis et d'Osiris. Cette fois-ci, je vous emmène à un endroit où vraiment c'est un de mes endroits préférés en Égypte. Il s'agit du désert noir. Il se trouve un peu au nord du désert blanc, proche de l'oasis de Bahareya, un peu plus éloigné de celui de Farafra. En fait, si vous êtes au Caire et que vous voulez faire un safari ou une excursion inoubliable, vraiment l'oasis de Bahareya est celle qui est la plus proche, après celle de Fayoum, mais elle est différente, et celle qui est la plus magique. Alors, elle se trouve environ 50 km au sud de Bawiti, une autre région très intéressante. Ce désert est couvert de masses coniques sombres, anciennes collines volcaniques, jadis immergées et depuis érodées par le temps. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir, les images sont épatantes. Regardons ensemble. Le désert noir est situé au sud de l'oasis de Farafra, au Sahara occidental. Ce nom vient du fait qu'une couche de poudre noire recouvre ces montagnes, ses hauts plateaux et son sable. Le désert noir est caractérisé par ces collines isolées qui constituent l'une des caractéristiques les plus importantes de ce paysage. De plus, les collines varient en taille, en composition, en hauteur et en forme, car certaines sont de couleur foncée composées de dolérite et de quartzite de fer, tandis que d'autres sont de couleur plus rougeâtre, car ces roches de surface sont constituées de grailles de fer. Quelques-unes des collines du désert sont composées de calcaire blanc. À la périphérie du désert noir, il y a des collines volcaniques noires brillantes qui donnent à l'endroit un charme particulier au lever et au coucher du soleil. Quant aux nuits lunaires, et surtout lorsqu'il y a une pleine lune, le désert ressemble à une peinture à l'huile d'une station balnéaire au milieu des nuages. De plus, vers la fin du désert, il y a des collines volcaniques noires qui prouvent l'épuration de la dolérite, qui est un matériau volcanique sombre remontant à la période jurassique, soit il y a 180 millions d'années. Ces éruptions ont entraîné la formation de ce type de roches noires. La montagne Al-Marsous est l'une des montagnes les plus célèbres du désert noir. Il s'agit d'un cratère volcanique entièrement recouvert de jaspes volcaniques. Ce matériau est magnifiquement réparti sur la montagne comme s'il dessinait les rides du temps sur ces rochers
et lui donner la gloire et la vénération de l'histoire. Un autre exemple est la panorama montagneuse, que les visiteurs du désert noir utilisaient pour grimper, pour prendre des photos panoramiques du désert noir d'un point culminant. Et c'est de là qu'il tire son nom, panorama montagneuse. Quant à la montagne des Anglais, elle est considérée comme la plus célèbre de toutes. C'est une attraction touristique historique où les touristes se rendent pour visiter les ruines qui remontent à la Première Guerre mondiale. Pendant cette période, les forces d'occupation britanniques ont utilisé cette montagne pour y stationner leurs troupes, car c'est le point culminant du désert noir. En étant au sommet, ils pourraient détecter toute infiltration des forces ennemies. Et voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Les programmes en langue française prennent fin, mais retrouvez-nous à partir de 18h avec toute l'actualité locale et internationale. D'ici là, portez-vous bien. Très bientôt, au revoir.